Vates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Vous écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission de culture yiddish produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, animée aujourd'hui par Gilles Rosier. Notre réalisateur est Guillaume et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Talila. Alle tanzen jetzt der Duet, Kille Freilach, Kille nu, Kicher hop, 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 das ganze Leben Talila, quand je dis le grand plaisir, ça dit 10% de ce que je ressens. Ça me fait très plaisir de vous recevoir, c'est pas la première fois d'ailleurs. Ah et c'est tout à fait mérité parce que en termes de culture yiddish, vous avez des tas de choses à dire. Comment allez-vous ? Peut-être, mais ça va. Ça va. Ça va. Alors aujourd'hui, le prétexte, il y a deux prétextes. Le premier, c'est que le 10 décembre, vous allez participer à une soirée de cabaret, conçue par moi-même d'ailleurs. Mais oui, vous avez eu cette très très bonne idée. À la Maison de la Culture Yiddish, et un cabaret autour de la vie et de l'œuvre surtout de Mordechai Gebirtig. On va revenir sur qui il était, mais enfin c'est quelqu'un de très important dans la culture yiddish. Et puis nous parlerons aussi du livre qui a été réédité récemment. Décidément, c'est vraiment l'arroseur arrosé aujourd'hui, puisque c'est dans une maison d'édition que je dirige, qui s'appelle L'Antilope, et donc un livre qui s'appelle Notre langue d'intérieur, qui était paru pour la première fois, vous nous rappelez ? Paru pour la première fois aux éditions Naïves, enfin petites éditions Naïves, car c'était une grande maison de disques qui n'est plus. Voilà, il y a une dizaine d'années donc, et dans cette réédition au format de poche, donc pas cher du tout. Ah oui. Très bien pour les cadeaux. Voilà, vous avez souhaité rajouter une dizaine de textes, donc il y a une trentaine de textes. Et quels sont ces textes ? Vous nous rappelez le contexte de ces textes ? Alors ces textes, ils existent parce que je m'étais rendu compte un jour, lointain maintenant, que c'est magnifique de chanter, c'est merveilleux, mais que des chansons qui se suivent les unes les autres, en yiddish, en particulier pour un public qui ne comprend pas cette langue, car vous connaissez le problème de cette langue yiddish encore mieux que moi. Le problème, c'est que tout le monde ne la comprend pas. Oui, et il me semblait une bonne idée de raconter quelque chose. Alors ce quelque chose, pour moi, ne pouvait pas être des contes traditionnels, parce que je ne les aurais pas bien interprétés, je ne les aurais pas bien dit. J'ai du mal à raconter ces choses anciennes. Je peux les raconter avec de la musique, mais en parole, je me suis dit que la meilleure des solutions, c'était de raconter ce que moi, j'avais vécu, et surtout de raconter ce que j'ai connu, bien sûr mes parents, je les ai très bien connus, mais aussi tous ceux autour de mes parents, tous ces gens qui me semblaient tellement loin de moi quand j'étais enfant, tellement différents, tellement étranges, un monde qui s'oublie et que j'avais envie de raconter et d'honorer. Alors, ce que vous racontez aussi dans ces textes, qui finalement sont des textes courts, une trentaine de textes courts, mais qui finissent par créer une histoire, une ambiance. Ce que vous racontez dans ces textes, c'est qu'il n'était pas du tout, vous n'étiez pas du tout destiné à devenir une chanteuse yiddish, puisque vous avez fréquenté un mouvement de jeunesse sioniste, donc qui était plutôt branché sur l'hébreu, et que vous aviez fait des études de français, donc vous étiez destinée à être une professeure de lettres française. Oui, je n'étais pas destinée, mais les destins sont très enfouis. À qui le dites-vous ? Je sais que je peux vous le dire. Effectivement, moi, je suis une enfant d'après-guerre. J'appartiens à ce qu'on appelle le baby-boom, je crois. Je suis une baby-boomeuse ou boomer. On le dit avec un peu de mépris maintenant. De culture revendiquée française. J'étais très heureuse d'aller à l'école, d'aller au lycée, d'aller à la faculté de Nanterre, faire des études de lettres. Mais en même temps, je suis allée par hasard dans un mouvement de jeunesse sioniste socialiste qui s'appelle le Dror, lié au parti Ahdout Avoda, et j'y ai découvert un autre monde qui me permettait
justement de sortir du monde familial et d'être confrontée à d'autres qui avaient la même histoire que moi, à d'autres jeunes, à des adolescents. Enfin, ça a été merveilleux. Et nous étions effectivement destinés à aller vivre au kibbutz en Israël. Mais alors, au Dror, à l'époque, les jeunes étaient plutôt issus de familles juives d'origine polonaise et Europe de l'Est, ou c'était mélangé? Oui. Non. Il y avait très, très peu de camarades séfarades. Et peu de camarades issus de familles juives de France? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas de Blum, pas de Bloch. Non, pas du tout. J'ai pas le souvenir de ces adolescents-là. Non. C'était vraiment mon monde, le monde juif ashkénaze. Donc où en fait les enfants entendaient du yiddish chez eux en général. Mais oui, tous ont entendu du yiddish chez eux et tous voulaient sortir de ce yiddish. Peut-être il y avait quelques intellectuels, Meir Weintrater par exemple, qui était de ma génération et qui était au Dror. Lui avait une culture yiddish. Ses parents avaient eu le désir, mais ses parents étaient des intellectuels, je pense. Parce que je considérais, moi, à l'époque, en tout cas, comme des intellectuels. Oui, mais c'est juste. Oui, et donc, il y avait un culte, quand même, de la langue yiddish. Chez nous, comme chez la plupart des autres, nos parents nous parlaient yiddish, nous leur répondions en français. Et ce que je me répète un peu, évidemment, nous voulions y échapper à ce monde yiddish. Nous étions des petits Français, avec une originalité dont, et j'en faisais partie, dont nous avions un tout petit peu honte. D'accord, mais du coup, le mouvement de jeunesse, c'était une sorte de rédemption ou... Une merveilleuse rédemption. Ouais. Bon, d'abord, j'étais avec d'autres, des adolescents, les filles, les garçons, enfin, c'est extraordinaire. Et puis, on nous apprenait, effectivement, à ne pas avoir peur d'être nous-mêmes, à ne pas avoir honte d'être issus de ces familles. Nous étions des futurs citoyens israéliens pleins de fierté. La jeune garde. La jeune garde, absolument. Nous étions et ça a été un grand bonheur. Et un moyen, justement, d'échapper à des problèmes d'état d'âme intérieur, de malaise. Ça lavait les malaises un petit peu. Parce que vous étiez tous issus de familles qui étaient des familles de rescapés. Absolument. Certains avaient un ou deux parents déportés. Ce qui n'était pas votre cas? C'était pas du tout mon cas, non. Mes parents s'étaient cachés pendant la guerre, étaient cachés à Paris. Donc vous avez un frère qui est né avant-guerre et vos parents se connaissaient déjà avant-guerre? Bien sûr, mes Alors parents... qu'il y a beaucoup de familles qui étaient recomposées après-guerre. Oui, un homme veuf et une femme veuve qui... Bien sûr, j'ai des copines dont le père, que j'ai bien connu, avait perdu femme et enfant, déportés. En déportation, oui. Et s'était remarié juste après la guerre, avec une survivante d'Auschwitz d'ailleurs, et avait eu 2 filles qui étaient donc dans notre mouvement de jeunesse. C'était banal, c'était assez banal en fait. Il y avait les cachés, ceux qui avaient survécu, et ceux qui avaient survécu au camp. Oui. Voilà, c'était ça en gros. Et alors, du coup, vous êtes chanteuse yiddish, vous avez fait une grande carrière de chanteuse yiddish, mais vous avez commencé, vos premiers disques, c'est dans un groupe qui s'appelle Kol Aviv, donc oui. 2 mots hébreux, la voix du printemps. Bien sûr, parce que quand nous ne sommes pas partis pour la plupart en Israël, nous ne sommes pas allés vivre au kibbutz. Moi, j'ai choisi de rester en France, de faire des études. J'étais étudiante à Nanterre, j'ai fait des études de lettres. Et lorsque nous avons quitté le mouvement de jeunesse, que nous étions déjà à l'université, certains d'entre nous, et un en particulier qui s'appelle Jean-Henri Blumen, a eu l'idée de fonder un groupe folklorique de danse et chant d'Israël. Parce qu'au mouvement de jeunesse, nous chantions des tas de chansons en hébreu. Nous dansions des danses israéliennes avec passion. Enfin, c'était merveilleux. Chaque réunion du mercredi soir, du samedi soir et du dimanche après-midi,
chaque séance, nous la commencions par des danses, des chants, etc. Nous faisions des spectacles. Donc ceux qui avaient un don musical jouaient de la guitare ou du khalil, de la flûte. Moi, je chantais, je dansais. D'autres faisaient jouer des pièces de théâtre, les mettaient en scène, enfin, etc. Il y avait une sorte d'émulation artistique et intellectuelle. C'est comme ça que vos premiers enregistrements, qui datent du début des années 70, c'est ça ? Qui datent des années... Oui, exactement. En fait, ce Col-à-Vive a été fondé juste avant 68. D'accord. Et les premiers disques ont dû être réalisés après 68, enfin oui, dans les années alors, début 70. En préparant cette émission, je vous ai dit, il y a une chanson que je peux passer qui est une chanson du temps de Col-à-Vive, Kinderjorn, parce maintenant on va parler de Mordred Gebertig, pour lequel on est là. Et vous m'avez dit, oh bah non, pourquoi ? Parce que c'est trop loin, parce que vous assumez plus celle que vous étiez à l'époque, vous trouviez que votre voix n'était pas assez... Non, j'assume. Non, la voix... J'ai écouté, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté Reisel. Oui. Et... Parce que je n'écoute jamais mes enregistrements. Je fais comme Catherine Deneuve qui ne se regarde pas jouer. Toute proportion gardée. C'est difficile de s'écouter. Maintenant, je peux écouter ce que j'ai fait il y a très longtemps. Non, il y avait des fautes de yiddish, J'étais d'une grande naïveté, comme tous mes camarades. Et si nous n'avions pas été naïfs, je crois que nous n'aurions rien fait. Sans doute. Moi, j'avais entendu le yiddish chez les parents, donc les parents qui nous parlaient. J'avais une connaissance auditive, de cette langue. Je l'entendais avec l'accent, en plus de mes parents. Polonais, donc. Polonais, très polonais. Et c'était déformé. Et je ne m'étais pas dit à l'époque, il faut que j'apprenne sérieusement le yiddish si je veux... Non, voilà, je chantais et je me lançais. Donc j'ai écouté Reisel, c'est pas mal. Musicalement, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien. J'ai une voix légère, une voix d'enfant presque. De jeune fille. De jeune fille, oui. Mais c'est pas que je renie ça, mais j'ai quand même fait mieux depuis. Alors, on va vous écouter dans une première chanson de Mordred Gebertig, et puis vous nous raconterez après dans quelles circonstances elle a été enregistrée. On vous écoute. Gehat bi heim a stickel räum a bissl Wirtschaft wie Bauernleit Zugebung Wurzeln zu a Bäum hab ich mich mit mein bissl rumkeit gekommen aus einen See mit Hass und Teut mein Orem stickel heim, was ich vermog, was ich mit mir hab jahrelang gebeut. Vernichtet haben sie das in ein Tag. Gehat bi heim a Stibel na Kich und still gelebt so sich jahrelang Gehat viel gute Freund Chaver immer sich a Stibel voll mit Lieder und Gesang gekommen aus einen See wie kommen wollte a Pest a Reus gejagt von der Stadt mit Weib und Kind geblieben daheim wie Vögel und ein Nest nicht wissendig für was, für welche Sinn Gehat bi heim, jetzt hab ich sie nicht mehr
ein Spiel gewesen, verseh mein Untergang. Ich such jetzt ein neues Heim, doch schwer, sehr schwer. Und ich weiß nicht wo, und ich weiß nicht wie lang. Gehat hab ich ein Heim, hab ich sie nicht mehr. J'avais une maison, je ne l'ai plus. Une chanson que Mantre Gebertik a écrite quand il a été expulsé de sa maison de Cracovie au début des années 40 et qu'il a dû aller dans un village à côté de Cracovie avant, en 1942, d'être expédié dans le ghetto de Cracovie puis assassiné. Ce sera la dernière chanson que vous allez chanter dans ce cabaret, vous ne le savez pas encore, parce que c'est moi qui conçois le programme. Oui. Mais racontez-nous dans quelles circonstances et quand cette interprétation que nous avons entendue, vous l'avez enregistrée. Alors là, s'il est question de vous dire une année, je ne sais plus très bien. Non, mais quel musicien, à quelle, à quelle période, etc. Bien sûr. Je suis accompagnée dans cette chanson. D'abord, c'est une chanson qui m'a énormément plu quand je l'ai rencontrée, parce qu'on les rencontre, les chansons, on demande, car moi je ne m'accompagne pas, donc je demande à un musicien de me la jouer, et je sens si je vais pouvoir la chanter, l'interpréter ou pas. Et c'est Edi Schaaf, que vous avez entendu là, qui n'est plus de ce monde, qui était accordéoniste et pianiste, et arrangeur à sa façon, parce qu'il improvisait beaucoup. Et là, on entend... Je souriais pendant que nous passions cette chanson, parce que j'entends les petites phrases musicales qu'il rajoute, qui sont là un petit peu des petites phrases de tango. Enfin, c'est tout à fait lui, ça. Et ça me touche beaucoup de l'entendre toujours dans l'accompagnement des chansons, Edi Schaaf, parce qu'il était... Il était vraiment génial. Il vous a accompagné pendant très longtemps. Oui, il m'a accompagné pendant longtemps. Et il m'a énervé aussi pendant très longtemps. On ne peut pas l'oublier parce qu'en plus, il avait une morphologie inoubliable. Il est inoubliable. D'ailleurs, quand on répète avec d'autres musiciens qui l'ont connu, il y a toujours une partie de... Il y a toujours un moment où on parle d'Eddie. Oui. Parce que, voilà, il disait ça, il faisait ça. Oui, c'était un grand, énorme type. Une sorte de golem. Une sorte de golem, oui. Voilà, qui parlait avec un accent indescriptible, à la fois polonais et israélien, qui avait des théories sur tout, et des caprices aussi. Mais aussi des bonnes idées. Non, mais il avait des idées merveilleuses. Et un sens de l'improvisation extraordinaire et une capacité à accompagner le chanteur, ce qui n'est pas donné à tout le monde, à tous les musiciens. Donc, il vous a fait découvrir cette chanson Il m'a fait découvrir en tout cas la mélodie, et je l'ai beaucoup aimée. Et cette chanson-là, c'est dans un enregistrement collectif. Ce sont des chants du ghetto. Ça s'appelle les chants du ghetto de Varsovie, mais en fait... En l'occurrence, c'est Cracovie, puisque Mantre Gebertik n'a jamais quitté Cracovie de sa vie, si ce n'est pour aller dans des lieux de cure. Radzievnicki. J'avais noté le nom de la petite ville où il se trouvait. Ça doit être à côté de Cracovie. Ah oui, non, mais alors ça, c'est le village où il a été expulsé au début de l'occupation allemande. Mais c'est là qu'il a composé cette chanson. Absolument. C'est pour ça qu'il dit j'avais une maison, je n'en ai plus, puisqu'il a dû quitter. Oui, il a dû quitter sa maison. Puisque les Juifs ont été expulsés, certains ont été expulsés de Cracovie, et après, quand le ghetto a été constitué, on les a remis dans le ghetto. Ah oui. Et ce qui a été son cas. Donc, Mantre Gebertik, il faut dire qu'il y a beaucoup de chansons dont les gens pensent que ce sont des chansons populaires, et en fait, ce sont des chansons écrites par Mantre Gebertik. Ça a été un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes parfois, pas toujours compositeurs, mais en tout cas auteurs de chansons yiddish de l'entre-deux-guerres. Et il y a beaucoup de chansons extrêmement connues comme Kinderjorn ou Juliet Kinderler, Juliet Kinderler, der Frühlingsschein beginnt, qui sont des chansons de Mantre Gebertik. Oui, c'est vrai. Au début, personne ne savait qu'il y avait un auteur-compositeur.
Et on croyait effectivement, comme vous l'avez dit, que c'était du folklore. Mais après, il y a eu des recueils de chansons qui sont parus, avec son nom, bien sûr. Alors, on dit aussi que Gebertig ne connaissait pas la musique. Oui. Et qu'il composait des mélodies avec une petite flûte, et que ses amis musiciens et compositeurs ou professeurs au conservatoire retranscrivaient. Donc il était né dans les années 1870, il a été assassiné en 1942, alors qu'il devait partir, forcé évidemment, vers le camp d'extermination de Belzec, et en fait il s'est pris une balle d'un SS en allant vers le train de déportation. Il a passé toute sa vie à Cracovie, ça a été un grand auteur qui a été découvert au début des années 1920 par une grande comédienne et chanteuse yiddish américaine qui s'appelait Molly Picon, qui était en tournée en Pologne à cette époque, et elle a découvert 2 chansons, celles qu'on vient de citer, Kinderjorn et Juliet Kinderler, et à ce moment-là, elle les a inscrites à son répertoire, elles ont été reprises. Et même, il est dit qu'elle a acheté les droits de ces 2 chansons. Ah, ça, je ne savais pas. Pour aider, justement, je l'ai lu, je ne sais pas si c'est la vérité historique. Elle a vu que Gebertig vivait chichement, très pauvrement, donc elle s'est dit que ça allait l'aider. D'accord. Et donc ces 2 chansons ont été intégrées dans une pièce en yiddish qui s'appelait Die Rumänische Hochzeit, c'est-à-dire le mariage roumain, qui a fait le tour du monde, et c'est comme ça que Gebertig a été mondialement connu dans les milieux yiddish, bien entendu. Mais il a écrit beaucoup de chansons, il en a écrit plus d'une centaine, et des poèmes aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avions à cœur de créer un spectacle de cabaret autour de cet homme extraordinaire qui par ailleurs est resté menuisier pendant toute sa vie. Il était d'abord l'apprenti de son grand frère, puis il s'est mis à son compte à la fin des années 1920. Donc un vrai juif d'Europe de l'Est, quoi. C'est-à-dire à la fois artisan et en même temps dans une vie spirituelle extraordinaire qui, dans son cas, n'était pas la religion, mais qui était la musique. Mais il y a beaucoup de poètes yiddish, et vous le savez très bien, mieux que moi, et d'écrivains yiddish qui pouvaient être peintres en bâtiment. Absolument. Et écrivain. Tout à fait. Ou tailleur et écrivain. Absolument. Donc Gebertig, il était menuisier. Donc toute cette histoire assez extraordinaire et très touchante et d'un génie de la musique et de la poésie, nous vous la raconterons dans le détail et en chanson le samedi 10 décembre à 18h30 à la Maison de la Culture Yiddish pour un spectacle de cabaret auquel vous participerez, Talila, vous chanterez, moi je serai le récitant, et Annick Pring-Margulis, la comédienne, participera également par des lectures et des récitations. Et il y aura un guitariste qui m'accompagnera, qui s'appelle Alain Speiser. Alain Speiser, voilà. Donc le samedi 10 décembre à 18h30 à la Maison de la Culture Yiddish, on peut réserver en ligne. Pour cela, on va écouter une deuxième chanson dont vous nous raconterez l'histoire après. Ooh.
lustig, lebendig, is amol spastachou gewesen. Heit wie umetig, guckte die Schäferlech nicht an. Denkt noch ein Mädele, was hat Kischef ihm getan. Seine Biene schon tief in den Teichele liegt das Pastachou noch ein und das Mädele sitzt beim Wasser ohne Wein. Tief in den Teichele liegt das Pastachou noch ein und das Mädele sitzt beim Wasser ohne Wein. Vous écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission de culture yiddish produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem. Gilles Rosier est au micro et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Talila, la chanteuse yiddish Talila. Alors, dans cette chanson, j'ai entendu de l'accordéon, mais j'ai entendu de la flûte aussi. Mais oui, c'est Teddy Lasry qui joue merveilleusement de la flûte, grand clarinettiste, mais là il a pris sa flûte et... Alors Teddy est dans le studio avec nous également. Bonjour Teddy. Et donc effectivement Teddy joue de plusieurs instruments. Ah oui, il joue de tous les instruments sauf le violon. Et ce disque a été enregistré donc en 86 ou 87 chez lui. C'est lui qui l'a arrangé, ce disque. Et c'est, je pense, un des meilleurs disques qu'on ait fait. Et il y a effectivement Eddie Schaff, Eddie qui fait aussi des choses merveilleuses dans ce disque. Alors Teddy Lasry, ça fait longtemps qu'il vous accompagne. Je me souviens de vous avoir rencontré dans un train Paris-Grenoble en 86. Vous alliez faire un récital à Grenoble et il y avait déjà Teddy. Oui. Teddy, je l'ai connu en 85. Enfin, on ne sait pas très bien en fait. Oui. Je l'ai connu en 85, oui, en 84. Et à partir de 86, oui, il m'a accompagnée en tant que clarinettiste. Mais pour ce disque merveilleux, c'était donc chez lui et c'est lui qui faisait les arrangements de ce disque. Et vous nous rappelez le nom de ce disque, vous vous souvenez ? Ça s'appelle Yiddish, je crois. D'accord, okay. Et alors, votre rencontre avec, vous parliez de Eddie Schaff qui vous avait apporté cette chanson, la précédente chanson de Mordred Gebirtig. Sinon, est-ce que vous êtes capable de reconnaître une chanson de Mordred Gebirtig ? Je crois. Oui. Je crois parce que Gebirtig a ce génie. Il a le génie de la chanson. Parce que qu'est-ce que c'est une chanson ? Moi, je me suis essayée à écrire des chansons, pas en yiddish, mais en français. C'est d'une très, très grande difficulté. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois populaire et le contraire de populaire. Enfin, pour moi, dans ce que j'estime être une chanson. Et Gebirtig, il a ça, il a ce côté extrêmement simple. Il parle de quoi ? Il parle dans cette chanson qu'on vient d'entendre. Il parle d'amour, un amour... d'amour et de mort. Et de mort, d'amour triste, d'amour tragique. L'histoire mais d'un petit berger. D'un berger, voilà, qui fait ensorcelé paître ses chèvres.
par une jeune fille au une bord jeune d'une fille. rivière. Et cet amour est si violent, et peut-être que la jeune fille ne répond pas tout à fait Et à à la cet fin- amour. Ah ben un petit peu aussi, puisqu'à la fin de la chanson, le jeune homme meurt et la jeune fille pleure. Oui, mais elle pleure car il est mort. Oui, oui, bien sûr. Donc, C'est ambigu, on ne sait pas. bah, c'est Eros La et culpabilité. Thanatos. Eros et Thanatos, absolument. Mais il en parle très simplement. Oui, Dans la chanson précédente, qui est une chanson tragique, enfin, de cette époque épouvantable, il dit « J'ai quitté ma maison », enfin... oui, Enrico Macias- j'avais une maison, je n'en ai plus. Enrico Macias l'a copié. J'ai quitté ma maison. Hein. Ouais. Mais il le dit avec une très grande simplicité. Dans la chanson Moischele, mein Freund, où il parle de son ami Moischele, il a connu au Heider. Le rabbin se mettait en colère. Il aimait la sœur de son ami, mais cette sœur ne l'aimait pas. Enfin, c'est des situations Du quotidien hein, qui nous touchent terriblement par leur simplicité et parce qu'on les vit aussi, ces situations. Et donc, je trouve ça très, très fort. Et en même temps, par moments, il y a des choses très poétiques. Bien sûr. Et donc, c'est un génie de la chanson. Je ne sais pas l'équivalent dans notre culture française. Je n'oserais même pas dire qui, mais c'est tellement difficile d'exprimer des choses simples qui vont se lier totalement à la musique. C'est compliqué. C'est compliqué d'écrire des chansons. Et tout ça par un homme très simple qui Oui. n'a jamais quitté sa petite ville de Cracovie Oui. et qui a fini par accéder à la reconnaissance internationale. Il est chanté dans le monde entier par des dizaines de chanteurs qui chantent en yiddish. C'est assez extraordinaire. On va écouter une troisième chanson. Alors cette fois, c'est pas vous qui chantez. C'est dommage. J'ai trouvé ça sur YouTube. Je sais même pas qui chante. Ça s'appelle La Marche des chômeurs. Ah oui. Et je vous raconterai un petit peu l'histoire après. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir, nicht gehört Kadosch im Lang, in Fabrik dem Hammerklangs liegen Kehl im Kalt vergessen, s nehmt der Schaber sich schein fressen, gehen mir rum in Gas, wie die Queer im Pust und Pass, wie die Queer im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir, ohne Beget, ohne Heim, unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen, Wasser will ich mir im Wein, gießen mir in sich herein, gießen mir in sich herein. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir, jahrelang die Arbeit schwer ungeschafft, als mehr und mehr heiser Schlösser, Städten, Länder, Fahrer, Heifele, Verschwender, unser Leute, Fahr ist was, Hungerneut und arbeitlos, Hungerneut und arbeitlos. Eins, zwei, drei, vier, zwei marschieren wir, Arbeitslose Schritt nach Schritt, und wir singen sich ein Lied von Land der Welt nahe, wo es leben Menschen freie, Arbeitsloses kein Schumand, in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land. Vous écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission de culture yiddish produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, animée aujourd'hui par Gilles Rosier, avec Talila,
la chanteuse Talila comme invitée. Donc cette chanson 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la marche des chômeurs, il faut dire que Mort Regebiertig n'a pas commencé avec des chansons d'amour ou des chansons tendres ou tristes comme on a pu les entendre en début d'émission, mais il a commencé avec des chansons de revendication sociale et d'appel à la justice sociale. Son premier poème, il l'a écrit en 1905 au moment de la révolution avortée dans l'Empire russe, la révolution de 1905. Elle s'appelle La grève générale, Der Generalstreik. Et cette marche des chômeurs, il l'a écrite peu de temps plus tard. Et c'est vraiment des chômeurs qui marchent dans la rue, qui défilent le marteau à la main pour l'avènement et le drapeau rouge à la main pour l'avènement d'un monde nouveau. Alors cette chanson, ce n'est pas vous qui allez l'interpréter dans le cabaret. J'ai demandé à une dizaine de choristes, d'hommes d'un chœur auquel je participe, de venir la chanter, des barytons et des ténors, et nous allons l'interpréter ensemble parce qu'il me semblait que il fallait un collectif pour interpréter cette très belle chanson. Début des années 70, ça fait un petit moment que vous chantez, Talila. Vous ne comptez pas mes années enfantines. Absolument. Mon premier enregistrement avec mon père qui m'avait amené à Pigalle, il y avait la fête, il y avait un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, on pouvait enregistrer un petit disque. Dans la fête foraine, non ? Oui. Ouais. Il y avait une sorte de cabine et j'ai chanté quand même « Que sera, sera ». Et vous l'avez toujours, cet enregistrement ? Non, je l'ai perdu. Je ne sais pas. Il y a eu 50 000 déménagements. Je ne sais pas où c'est. Est-ce que vous savez combien de chansons yiddish vous avez interprétées dans votre vie ? Combien de chansons yiddish ? Non, combien de chansons yiddish, je ne sais pas. J'ai jamais Parce qu'il y en a beaucoup. Hein, oui, il y en a beaucoup. Quand je regarde tous les disques que j'ai chez moi, parce et que encore, j'en ai beaucoup. Vous ne connaissez pas tout. Certainement pas. Mais c'est assez impressionnant. Oui, je sais pas, je n'ai pas compté. Et y compris celles que vous n'avez pas enregistrées, parce que il y a quelques jours, je vous disais, tiens, cette chanson, est-ce que... Oui, bien sûr, j'ai chanté. Ah non, j'ai peut-être pas enregistré, mais j'ai chanté. Oui, bien sûr, j'ai pas tout enregistré. Ouais. On choisit pour faire un disque. Parfois, on se trompe. D'ailleurs, on aurait dû faire autrement. mais par exemple... Vous parliez de cette marche magnifique là, qu'on vient d'entendre et que votre groupe va interpréter, ça va être formidable. Grâce à vous, moi, j'ai entendu Der Generalstreik. La grève générale. Alors que je vais chanter. Que vous allez chanter. Mais quand j'ai entendu cette chanson qui est interprétée par ce que j'ai entendu par Daniel Kahn, magnifiquement d'ailleurs. Donc un chanteur yiddish qui vit à Berlin. Qui est américain. Un artiste magnifique, qui est américain, oui. Et oui, il est formidable, ça je suis d'accord. Mais quand j'ai entendu ce chant sur la grève générale, donc ce poème écrit. Alors, c'est un poème qui a été mis en musique par un monsieur qui s'appelle Michael Heiser, qui doit être américain aussi. Il n'y a pas si longtemps, il a fait une musique là-dessus. J'avoue que j'ai été transportée à la fois par le texte et par la musique. J'ai eu des sentiments. Je voulais aussi sortir avec un drapeau rouge. C'est bien, bravo. Ah oui, c'est magnifique. Magnifique. Et donc, vous voulez dire que pour ce cabaret, ce sera une création ? Vous l'avez jamais chanté ? Ah non, j'ai jamais chanté ça. Non, il y en a d'autres que je n'ai jamais chanté. Avreimel der Marwicher. Avreimel der Marwicher. Non. Qui est une chanson très connue. Très connue, adorée par... Avreimel der Feigster Marwicher. Et oui, que mon père aimait beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas chantée. Voilà qui va être réparé. Réparé. Donc vous êtes en répétition là, j'espère ? Oui, bien sûr. Pas suffisamment à mon goût, mais vous savez, les musiciens, c'est compliqué. Ah oui, ils sont occupés les musiciens. Eh oui, ils sont infidèles, ils vont ailleurs. Absolument. Je vais me permettre d'interrompre pour faire quelques annonces pour la Maison de la Culture Yiddish. Le samedi 3 décembre à 16h, à la Maison de la Culture Yiddish, en présentiel. Donc, il y aura une rencontre littéraire autour d'une traduction de textes traduits du Yiddish d'un auteur qui s'appelle Leib Rachlin, que je ne connaissais pas, je dois avouer. Ces textes s'appellent Les gens de Godelbojitz,
Les gens de Godelbojit. C'est une traduction de Jean Spector, le regretté Jean Spector, qui est décédé au mois d'août, je crois, enfin il y a quelques mois. Et c'est une traduction qui est parue aux éditions du Tripode, édition dans laquelle Jean Spector avait fait paraître il y a 2 ans un grand roman de Sholem Aleichem qui s'appelle Étoile vagabonde. Et donc cette rencontre littéraire autour des textes de Leib Rachlin sera organisée avec comme participants Yitzhak Niborski, grand connaisseur de la littérature yiddish, et également Claire Buchbinder, ou Buchbinder comme on veut, et Pierre Staff, qui ont été des compagnons de route de Jean Spector pendant sa vie et qui l'ont vu donc se passionner et traduire ses écrivains yiddish. C'est le samedi 3 décembre à 16h à la Maison de la Culture Yiddish au 29 rue du Château d'Eau. On peut s'inscrire en ligne sur le site. Si vous tapez Maison de la Culture Yiddish dans un moteur de recherche, vous trouverez aisément la page d'inscription. Et ensuite, le dimanche 11 décembre, donc le lendemain de notre cabaret, de 14h à 17h, il y aura une fête de Hanouka pour les enfants. Donc, je crois que Hanouka, ça doit commencer le 18 décembre. Mais la Maison de la Culture Yiddish devance un petit peu l'appel avec une fête de Hanouka entre 14h et 17h le samedi 11 décembre. Talila, revenons à votre carrière. Vous avez joué dans de nombreux pays dans le monde. Vous êtes parti en tournée. Pas assez nombreux, mais quelques-uns quand même. Le plus lointain a été l'Australie. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. On peut difficilement faire plus lointain. C'est très très loin et c'est très très long pour un festival à Sydney. Oui, je suis allée. Oui, non, mais il y a des pays où je ne suis jamais allée. Il n'y a pas longtemps, on est allé avant le Covid, tiens, parce qu'il y a avant et après, comme vous savez, en Norvège. Là, je n'étais pas allée encore. Vous êtes allé chanter en Norvège? Oui, chanter en Norvège, dans un petit festival. Oui, je ne vais pas faire la... Vous voulez la liste? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a quelques années, votre manière en tout cas vos interprétations, vos harmonisations ont été un peu infléchies par votre collaboration extrêmement étroite avec Tidy Eliasri, justement. Les airs sont devenus un petit peu plus jazzy qu'ils n'étaient avant. Oui, c'est-à-dire qu'avec Teddy vient d'un monde non yiddish. C'est un improvisateur. Il y aura une petite parenthèse là-dessus. À la parenthèse, alors je ne sais pas quand est-ce que nous l'entendrons, mais en tout cas, il a baigné dans le yiddish. Il a accompagné, avant de m'accompagner, il a accompagné Benzimet. Ça, c'est un certain monde yiddish. Je pense qu'il s'est senti plus libre de faire des choses non yiddishisantes. Pour certains disques, il a demandé à des musiciens de jazz, mais de jazz pur, qui ne savent rien de la musique yiddish. Par exemple, un contrebassiste de ce monde du jazz ne comprend pas pourquoi il y a tant de ralentis dans la musique yiddish. On va très vite comme ça, puis ça ralentit. Voilà, il n'a pas l'air de connaître non plus les musiques tziganes, parce qu'on ralentit beaucoup aussi dans les musiques tziganes. Donc il apporte sa touche personnelle, oui, une sorte de rigueur aussi, que n'avait pas Eddie. Eddie pouvait partir dans des choses très confuses parfois, et moins géniales que d'autres géniales. Enfin, alors qu'avec Teddy, c'est plus sûr. Merci. Avant ce cabaret, nous avions créé ensemble 2 autres cabarets, avant le Covid aussi. Avant le Covid. Un consacré à l'écrivain yiddish Moïse Broderson et un précédent consacré à des poètes yiddish de Pologne qui étaient Uri Greenberg et Peretz Markish. Exact. Voilà, mais cette fois, ça va vraiment être très chanté. Oui. Puisque c'est un cabaret qui est consacré à un créateur de chansons. Donc vous allez interpréter 8, 9 chansons. Ah, presque 11. 11, ouais, 10 voilà, ou 11. Ça, ouais, voilà. Donc il y aura beaucoup de chansons. Donc surtout, venez nombreux. Le samedi 10 décembre à 18h30 à la Maison de la Culture Yiddish pour ce
ce cabaret consacré à l'œuvre de Mordre Gebirtig, et le cabaret est intitulé Bleib gesund mir Krocke, c'est-à-dire Adieu Cracovie. Oui. Un très beau poème, une très belle chanson qu'il a écrite aussi à la toute fin de sa vie avant d'être assassiné. Cette émission arrive à son terme. Je peux vous remercier, Gilles? Mais n'hésitez pas. Mais je vous remercie infiniment de m'inviter justement pour ce genre de prestations, que ce soit parler, chanter. Grâce à vous, à la Maison du Yiddish, j'ai participé à des belles choses. Eh bien, merci beaucoup. Je dois vous dire à mon tour que vous avez accompagné ma vie de yiddishiste depuis les tout débuts, au moment où je découvrais cette langue et cette culture extraordinaire. Quand vous étiez enfant. Et donc, moi pas. Quand j'étais jeune adulte, je dirais. Et donc, je vous dois aussi énormément. Vous avez écouté l'émission Yiddish Heint, l'émission de culture yiddish produite par la Maison de la Culture Yiddish, Bibliothèque Medem. Gilles Rosier au micro aujourd'hui. Mon invité était Talila et à la réalisation Guillaume. À bientôt. Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott helft, sie sehen unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen ins del Duet, kille a Freilach, kille nu, ich hop, 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 hop.